Pinglet, je vais vous expliquer, quand vous l'aurez tous en main, je vais vous expliquer la signification de notre effigie carpenthéenne. À l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier en 1759, donc à l'automne 1759, vous savez que Wolfe commence à... pendant tout l'été 1759, Wolfe, là, il tourmente les Français sur le Saint-Laurent à partir de l'île d'Orléans, en prévision d'envahir la ville de Québec. Et il hésite, mais Montcalm n'est pas dupe et il prépare ses arrières. C'est pourquoi il a demandé à ses hommes d'élaborer un fort de campagne. Donc c'est pas un fort en maçonnerie, c'est un fort fait en levée de terre qu'on appelle, donc creusé à la pelle, et puis utiliser des arbres qui sont autour pour créer des butons selon la même architecture qu'un fort conventionnel qui serait en maçonnerie, mais en levée de terre et en bois. Et puis il demande donc, ce sera, le fort Jacques-Cartier sera son site de retraite, si toutefois, comme il l'écrit dans ses mémoires, ben, il n'a pas le temps d'écrire ses mémoires, pauvre diable, il est mort avant. Et, quand il écrit à ses subalternes, il leur dit, ben, en cas de désastre pour l'armée française devra se retraiter quelque part. L'heure est arrivée et sur les plaines, les Français ont perdu. Et l'armée française s'est réfugiée donc à Cap-Santé, au fort Jacques-Cartier, durant l'hiver 1759 jusqu'au printemps. Au printemps, on se rappellera donc la bataille de Sainte-Foy. Les armées françaises sont parties de Cap-Santé et sont allées après ça tenter une dernière bravade sur les plaines. Mais qu'encore aujourd'hui, ils traînent sous nos armoiries. Donc, c'était la petite histoire de notre effigie. Non, il est relativement... tu sais, s'il est né en 36, il s'en vient ici vers 63, 64, 65, si on n'est pas sûr, on ne l'a pas trouvé. Je sais lire et écrire. Je traverse probablement vers 1665. J'ai 29 ans. J'aurais peut-être travaillé pour Louis Blanchard sur la rive du coin nord de la rivière Saint-Charles, ce qui deviendra la baronnie d'Orsainville appartenant à Jean Talon. Donc, on se retrouve en 65 à Québec. Louis Blanchard vend sa terre. Nicolas n'a plus de job. Comment on dit ça? En En Nouvelle-France. Non, il n'appelait pas ça la Nouvelle-France. En Neuve-France. En Neuve-France. En Neuve-France. En Neuve-France. Je savais lire, hein? Oui, ça va lire. Oui. Louis Blanchard vend sa terre en 1669. À qui? À Jean Talon. Écoutez, moi. Alors, je signe un contrat en septembre 1670 pour un morceau de terre à Dombourg. Il va te dire de faire cabane. Cabane! Ce ne sera pas de maison, c'est une cabane! Un camp, quoi. Comme nous appelons un camp. Alors, je descends en canoë à Québec pour voir arriver les filles du roi. Ouh. Oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est ça. Les tenues d'hiver, là, ça ressemblait bien grosso modo à ça. 1661. 1661. Tu t'es marié. Je rencontre Madeleine Aubry, fille du roi. Donc, Madeleine va vous conter son histoire avant d'épouser son Nicolas. Bonjour, je suis Madeleine Aubry. Mon premier, Léonard. Ma deuxième, Françoise. Troisième, Laurent. Ma quatrième, Madeleine. En juillet 1679, je suis témoin à Québec pour Marie Hébert, fille de Louis Hébert, épouse de Guillaume Couillard. Le cinquième, mais là, on a fou, c'est non, c'est le bec en
Vas-y, mon Nicolas. Le 16 avril 1681, je suis témoin à Québec pour Marie Hébert, fille de Louis Hébert, épouse de Guillaume Couillard pour Pierre Groslot, le 25 mai. Ouais. Le 26 mai 1682, je suis confirmé à Québec par Monseigneur de Laval. Ah ouais. Ah. Pas n'importe qui. Non. Le cinquième. Il fallait qu'il y en ait un qui porte le nom de son père. Voilà. Le sixième, Marie, est venue au monde le 9 février 1685. La première église dans mon lieu, là, ici à la ville, il est en 1669. Et des vitraux. Monte des vitraux, une fois, je vais monter les vitraux, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a des vitraux ici, là, qui est un nom de la famille Plante. C'est les vitraux, là, juste à gauche. Donc, il y a l'Annonciation. Mais il y a aussi, là, l'autre vitraux, la Nativité. En juillet 1702, Madeleine cède à Jean Masson le terrain de la rivière Mat où j'avais fait construire ma maison. C'est le premier qui va laisser une descendante. Il a été marié 10 ans. OK? Laurel? Avril 1705 à Neuville, avec Marie-Angélique Coquin, dit la Tournelle, et j'aurai 11 enfants. Je me marie, Anne se marie avec Romain Dubuc, le 17 octobre 1608. J'aurais 2 enfants. Elle a eu 2 enfants. Puis, avec... Pas il brassait long. Puis, avec Étienne Magnan en 1713. Donc, elle va avoir 8 enfants. Elle s'est mariée 2 fois, ma Anne. Ah, ben oui. Une fois en 1708 et une autre fois en 1713. Alors, je me marie le 5 novembre 1714 à Jean-François Constantino, à Pointe-aux-Trembles de Villeuil. OK. Alexis tout à l'heure, en 1711. On saute un petit peu de coq. Et c'est parce que là, ça arrive serré, là. Les petites dernières, OK. Donc, le 3 octobre 1717, j'épouse Isaac Joseph Garnier-Grenier, âgé alors de 54 ans, un voisin d'en face, de l'autre côté du mont de glace. Anne, 8 ans, elle a eu 8 enfants. Oh non, je décède, OK. La belle Anne, elle décède en 1731. En 1732, je déménage à la baie du Fèvre. Et tu fais? Nous avons eu 7 enfants, mais le dernier, Joseph, est né en 1733. C'est le seul qui est né à la baie du Fèvre. Donc, elle décède le 7 mai 1734. Madeleine a perdu Madeleine en 88, Léonard en 1700, Laurent en 1712, Jeanne en 1703, Jeanne en 1703, Anne en 1731 et Louise en 1734. C'est ça, elle est morte après moi. Oui. Elle est mourir avant ma mère. Oui, c'est ça. Ben, en 1734, elle est morte au mois de février. Oui. Puis elle est morte au mois de mai. Sans pieds de l'eau? 15 pieds, 20 pieds de large? Pas 2 pieds. Pourquoi le bateau? T'es là-dessus 65 jours. Qu'est-ce que c'est? Grands voyageurs. Mais les maths ont été de grands voyageurs. De très grands voyageurs qui ont essaimé partout sur le continent américain. Laurent. Et dans la 7e génération, il y en a qui s'appelait Cyprien Math.
en 1833 qui est en allé au Manitoba. Toute cette descendance Matt, maintenant au Montana, aux États-Unis, dans l'État du Montana, toute cette descendance-là, James Edward et d'autres, sont encore des Matt. Toujours des Matt. Voyez-vous, Matt, M-A-T-T-E. L'autre, des enfants de Nicolas. Moi, de Nicolas, hein? Moi, Nicolas. Les bons Nicolas. La 6e génération, il y en a un qui s'appelait Pierre, qui a fait changer son nom évidemment à Peter J. Peter J, qui était là en 1856 à 1939, lui aussi au Montana. Et lui, il a fait une descendance Matt, M-A-T-T. Oui, vous allez voir que. Ouais, des Matt. Je voulais être des Matt. Lui, il a l'air plus autochtone, voyez-vous? C'est ça s'appelle Pat Matt. Il est plus jeune, lui, oui, il a 40 ans, peut-être, à peu près. Et c'est son oncle, qui est le chef de la tribu, qui s'appelle Bing. Bing Matt. C'est le chef de la tribu des Salish. Il faut quand même le faire, ça s'appelle Bing Matt. Ouais, on le voit souvent sur Facebook, Pat. Pat, ah oui. En Louisiane, maintenant, juste rapidement, en Louisiane, vous voyez où est là-bas. Si vous regardez le nom des comtés qu'on a fait là-bas, des paroisses, hein, c'est pas des. Ils disent pas comtés, ils disent paroisses. Alors, vous avez Vermillon, Beauregard, Évangeline, Saint-Landry, Rapide, Avoyenne, Pointe-Coupée. Alors, tous les noms des comtés, ou des paroisses, on les appelle là-bas, ce sont plein de noms francophones encore. Vous avez là-bas, j'ai rencontré les enfants, la fille, je vais vous la montrer de là. Là, c'est Elda. Elle était très gentille, je suis allé chez elle, elle m'a accueilli, elle m'a montré des photos, elle m'a donné un lunch, elle m'a donné un souper. Et ça, c'est son neveu, qui lui aussi est le fils de Mme Matt, sa sœur Elda. Puis ils ont été très gentils. Elle, ça c'est Alan Matt. On est allé dans un restaurant manger, le propriétaire et lui, et moi, on s'est parlé en français. Alan, il communique souvent sur Facebook. Oui, c'en est un. Alan B.H.J. Naissant, Alan? Oui. John, c'est lui. Ah, c'est John, c'est ça. C'est John. Regardez comme ça se ressemble, ces deux-là. Les cousins Matt, hein, ça se ressemble. C'est le chêne d'Évangéline. Et toute une autre gang qui sont au Montana, en Oregon, dans l'État de Washington. Et sur les flatheads, d'ailleurs, ils disent, il y a un dicton là-bas. Il y a tellement de maths ici que si tu garoches une roche en l'air, probablement qu'elle va tomber sur un mat. Juste pour vous montrer comment est-ce qu'ils pensent qu'il y en a. Il y en a beaucoup, j'en ai rencontré. Alors, je vous remercie de votre oui.